Je vais vous présenter ce que nous avons fait à la Banque de France dans le domaine de la cybersécurité dite post-quantique, en essayant de vous rappeler. Je vais essayer d'aller vite, d'abord parce que je ne suis pas un expert sur ce qu'est un ordinateur quantique, pour ceux qui découvrent un peu. Surtout, pourquoi est-ce que nous l'avons fait, donc quels principes ont guidé cette expérimentation que nous avons conduite en 2022 sur la cryptographie post-quantique. Ce que nous avons fait concrètement, ce que ça nous a appris beaucoup de choses, et un petit peu les conséquences, les conclusions que nous en avons tirées. Alors d'abord, un petit rappel que je vais essayer de faire bref, d'abord parce que je ne suis pas un expert, je vais éviter de me ridiculiser. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ? C'est un ordinateur, comme vous le savez peut-être, qui s'appuie sur les principes et sur les lois de la mécanique quantique, donc de la physique à l'échelle atomique, pour effectuer des opérations sur des données. Donc petit tableau comparatif entre l'ordinateur classique et l'ordinateur quantique. L'ordinateur classique se base sur des phénomènes électriques, l'ordinateur quantique sur les lois de la mécanique quantique, donc de la physique atomique. On joue avec, on va le voir, sur des propriétés de la matière qui sont par exemple les spins des électrons, la polarisation des photons. En ordinateur classique, vous le savez tous, on a des informations portées par des bits, donc qui ont une valeur 1 ou 0. Et sans doute le savez-vous, en ordinateur quantique, on a des qubits qui ont la propriété de superposer différents états représentant les valeurs 1 et 0. Donc superposition d'états. L'ordinateur classique présente la particularité qu'on peut le dupliquer, ce qui n'est pas le cas pour un ordinateur quantique. On a cette propriété intéressante. Et enfin, l'ordinateur classique, il y a des algorithmes qui sont innombrables. L'ordinateur quantique, je dirais, les algorithmes restent beaucoup à construire. Aujourd'hui, on a quelques algorithmes qui sont sans doute bien connus de vous. L'algorithme de Shor, et je vais en reparler, l'algorithme de Grover également. L'algorithmie quantique reste très largement à construire. C'est un domaine qui est très actif, mais qui reste tout à fait à construire. Alors, qu'est-ce que l'ordinateur quantique ? Il se base sur deux propriétés de la matière à l'échelle atomique. La première, c'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématico-physiques qui échappent à ma compétence, mais comme vous le savez peut-être, à l'échelle atomique, la matière a la propriété de, tant qu'on ne l'observe pas, tant qu'on ne la mesure pas, elle a cette propriété de superposer différents états, ce qui permet de représenter, si on attribue conventionnellement une valeur à chacun de ces états, de faire porter plusieurs valeurs à une même propriété, à un même système quantique. Donc on peut faire exister un système quantique sous forme de deux états dits de base, auxquels on va attribuer conventionnellement la valeur 0 et la valeur 1. Vous le savez sans doute, on essaye d'habitude d'utiliser des propriétés qui ne peuvent prendre que deux valeurs, donc deux états possibles, ce qui simplifie la construction des machines. Deuxième propriété, sans doute le savez-vous, c'est l'intrication quantique qui permet, alors je vais employer mes propres mots, de créer des registres d'informations et donc d'aller au-delà de la simple valeur 0 ou 1 et donc d'aller à un très grand nombre de valeurs possibles. Et comme vous le savez sans doute, grâce à cette possibilité d'intriquer, donc de construire des systèmes avec un grand nombre de qubits intriqués, on peut représenter des valeurs extrêmement grandes puisque un même registre peut porter toutes les valeurs de 0 à 2 puissance n, n étant le nombre de qubits. Donc je ne fais pas le calcul, mais vous imaginez ce que représenterait un système avec 1000 ou 2000 qubits. C'est une valeur qui dépasse toutes les grandeurs existantes dans l'univers d'après ce qu'on m'a appris. Alors, pourquoi est-ce que la Banque de France est intéressée à ce sujet de l'informatique quantique ? Alors il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ordinateur quantique, mais je n'aurai pas le temps d'en parler en détail. Ce qui nous intéresse, c'est surtout, je vous ai parlé de l'algorithme de Shor, donc cette possibilité, avec un ordinateur quantique, qu'on nous promet de pouvoir factoriser des grands nombres dans un délai qui serait, on va dire, raisonnable. Le délai raisonnable restant évidemment à chaque fois à mesurer.
on le sait tous, la factorisation des grands nombres, c'est l'une des bases avec les courbes elliptiques de la cryptographie actuelle. Et là, je ne fais pas, c'est pas un scoop, on le sait tous. Il y a la promesse ou la menace que l'ordinateur quantique menace ou puisse casser un jour, à une échéance qu'on ne connaît pas encore, mais probablement à l'horizon 2030, quelque part, puisse casser nos mécanismes de cryptographie actuels, RSA, courbe elliptique principalement. Vous avez sans doute vu passer un certain nombre de préconisations d'autorités de sécurité. J'ai cité l'ANSSI, je pense que vous avez vu les executive orders aux États-Unis, mais ce sont quelques exemples. Les autorités de sécurité ont d'ores et déjà pris en compte sérieusement cette menace quantique, et l'ANSSI, par exemple, préconise que tous les utilisateurs de systèmes de cryptographie se prépare à une transition progressive en biseau à un horizon d'à peu près 2030. Et j'ai cité également comme dernier facteur de préoccupation pour la Banque de France, ce qu'on appelle habituellement, vous avez déjà dû voir sans doute cette expression, le Store Now, Decipher Later, expression désignant un certain nombre d'agences de renseignement dotées de capacités technologiques très importantes. Je n'ai pas d'exemple en tête, vous en avez peut-être, qui ont cette capacité de collecter des données chiffrées et de les décrypter plus tard. Donc une préoccupation importante. Alors pourquoi est-ce que la Banque de France s'intéresse au sujet? Nous sommes banque centrale, nous sommes membres du système européen des banques centrales, et à ce titre, parmi nos différentes missions sur la monnaie et la politique monétaire, nous avons une mission, une responsabilité sur la stabilité financière. Et donc une préoccupation d'abord parce que nous sommes banquiers. Vous savez tous que la banque est fortement utilisatrice d'échanges de données et de sécurité et de confidentialité des données. Nous sommes comme tout le monde. Nous, Banque de France, nous préoccupons de la sécurité de nos données. Nous sommes également responsables de la stabilité financière et donc préoccupés de toute menace technologique sur la sécurité des échanges de données et in fine sur la confiance que le grand public, tous les utilisateurs des services bancaires peuvent avoir dans leur banque et dans les services bancaires. Alors les pistes de réponse, je vais essayer d'aller vite. Il y en a deux principalement. La première, c'est celle sur laquelle je vais rentrer plus en détail, c'est sur laquelle nous avons travaillé. C'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Donc il s'agit d'algorithmes de mathématiques exécutables sur de l'informatique classique, c'est un gros avantage, qui ont la capacité théorique, je reviendrai un peu plus tard, de résister à la puissance d'un ordinateur quantique. Donc des nouveaux mécanismes mathématiques. Ne me posez surtout pas de questions sur ces algorithmes, je suis complètement incapable d'y répondre, mais dont on nous promet, en tout cas des gens qui sont très savants en mathématiques, nous promettent qu'ils sont hors de portée d'un ordinateur quantique. Je ne reviens pas sur l'appel à proposition du NIST, je pense que vous l'avez tous suivi. Ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'après cet appel à contribution mondiale, qui a vu un très grand nombre d'équipes, notamment des équipes françaises, proposer des algorithmes, in fine, on en a 4. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, il y a un algorithme qui est tombé quelques semaines et peut-être même quelques jours avant la publication de la sélection du NIST. C'est dire que ces algorithmes sont très puissants, mais il y a encore des interrogations, il faut en être conscient. Ils ont subi le feu, ce que j'appelle moi le feu des attaques, aujourd'hui des attaques théoriques, des attaques mathématiques. Les mathématiciens se sont amusés à essayer de trouver des failles. Sur ces 4 algorithmes, ils n'en ont pas encore trouvé, mais ils continuent et on peut imaginer que des failles soient découvertes. Première interrogation. Puis il va aussi falloir les faire jouer un jour sur des vraies machines quantiques et là on verra si ces algorithmes ont vraiment cette capacité à résister à l'informatique quantique. Dernier point que je souhaitais indiquer, l'ANSSI préconise dans la ligne d'à peu près toutes les autorités de sécurité de coupler algorithmie classique et algorithmie post-quantique dans une logique d'hybridation.
qui permettra de répondre aux 2 générations d'attaques et d'augmenter, de maximiser la sécurité. Deuxième technologie que je souhaitais citer, mais je ne vais pas rentrer en détail, c'est l'échange quantique de clés. Donc là, ça n'est plus de l'informatique classique, à la différence de la cryptographie post-quantique. On utilise les mécanismes de la physique quantique pour échanger de l'information d'une manière complètement sécurisée. Donc c'est un stade ultérieur qui, à mon avis, est encore plus fort que la cryptographie post-quantique, mais qui malheureusement exige des conditions physiques extrêmement maîtrisées. Donc soit on passe par l'espace, comme l'ont fait certains, soit on passe par des réseaux de fibre optique, mais avec des exigences de maîtrise qui sont extrêmement fortes. On l'avait regardé, juste pour votre information, avant de conclure que c'était probablement hors de notre portée, en tout cas pour le coup d'une expérimentation. Et donc nous avons préféré revenir sur la cryptographie post-quantique. Gros avantage, encore une fois, c'est exécutable sur de l'informatique classique, donc tout à fait maîtrisable. Alors, quelle démarche avons-nous définie par rapport à cette menace quantique? Bon, la grosse question de la menace quantique, c'est son échéance. On ne sait pas à quelle date une machine quantique sera disponible. Donc, il faut s'y préparer en restant flexible, donc rester adaptable. Donc, quelques principes que nous avons identifiés, je pense à peu près en phase avec tout ce que les autorités ou le consensus peut retenir. Le premier, c'est d'abord une démarche graduelle, rester flexible, rester agile. 2 principes, l'hybridation que je citais tout à l'heure, donc être en capacité de résister aux 2 générations d'attaques, donc cumuler les algorithmes actuels de cryptographie et les algorithmes de cryptographie post-quantique. La crypto-agilité qui est très importante à mon sens. Comme on ne sait pas quels sont les algorithmes qui vont résister à l'épreuve du feu et ceux qui malheureusement vont tomber, il faut être prêt à tout moment à basculer d'un algorithme sur un autre. C'est la crypto-agilité. Et nous avons choisi, c'était il y a à peu près 2 ans, d'entamer ce chemin sans trop attendre, donc dans une optique de prise de connaissance, de prise de maîtrise sur ces technologies, notamment sur leur faisabilité, leur applicabilité chez nous, et sur cette base, sur la base de l'expérience acquise, commencer à tracer une feuille de route. Je pense que c'est une démarche qui est saine pour l'ensemble des acteurs qui sont préoccupés par ces sujets-là, ce qui veut dire à peu près tout le monde. Pas se lancer à corps perdu, mais progressivement se donner les moyens d'établir une stratégie de choix plutôt que de subir les évolutions quand elles se produiront. J'ai cité également, parce que ça c'est une préoccupation que nous avons en tant qu'autorité, c'est la question de l'opinion publique. Si une préoccupation, une inquiétude se manifeste dans le public, c'est aussi de la part de la Banque de France et de l'ensemble des acteurs financiers être prêts à répondre en disant la menace est identifiée, nous travaillons dessus et nous avons les solutions. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de danger pour vous. Ce que nous avons fait, donc l'an dernier, une démarche qui s'est voulue très pragmatique, donc un projet de faible ampleur qui visait à nous procurer une meilleure connaissance et une maîtrise et une mesure de la capacité à maîtriser ces technologies. Donc un petit projet d'expérimentation que nous avons conduit avec une start-up que vous connaissez peut-être qui s'appelle CryptoNext Security, qui nous apportait d'abord un package d'algorithmes cryptographiques post-quantiques conformes aux préconisations du NIST et des autorités de sécurité. L'idée était d'intégrer dans notre SI une solution de cryptographie post-quantique complète et fonctionnelle. Je ne dis pas opérationnelle, elle n'est pas opérationnelle, ça reste un résultat expérimental, mais en tout cas une solution qui est complète et je vais le décrire. Et puis évidemment, ça reste quelque chose d'expérimental, un projet de taille restreinte. Nous n'avons pas des ambitions démesurées dans ce domaine, compte tenu notamment de ce que je disais sur les échéances qui restent encore très incertaines. Alors ce que nous avons fait, encore une fois, rien de révolutionnaire du point de vue technologique, ça reste de l'informatique complètement classique, hein, on parle d'algorithmes d'informatique classique.
Nous avons choisi un cas d'usage, je dirais facilement accessible et suffisamment versatile pour nous permettre d'expérimenter concrètement sur des cas d'usage pratiques. Donc nous avons fait le choix d'un VPN IPsec nous permettant d'échanger de manière extrêmement pragmatique différents types de données entre deux sites de la Banque de France. Ce que nous avons fait, c'est une solution, comme je le disais, c'est ce qu'on voulait faire, c'est montrer qu'on pouvait facilement implémenter une solution complète, y compris, donc on est au niveau de l'infrastructure, je ne l'ai pas précisé, je le reprécise, hein, on n'est pas allé jusqu'à l'application, ce qui sera encore une fois un peu trop ambitieux, même si c'est une ambition que nous avons maintenant. Nous avons surtout voulu gérer une chaîne complète jusqu'à la gestion des clés et des certificats post-quantiques dans nos IHM, dans nos HSM, pardon, avec un client, avec deux clients. On a testé deux clients, StrongSwan d'une part, The Greenbow d'autre part. Nous avons fait des transferts de fichiers pour vérifier que ça marchait, que ça passait. Nous sommes dans la logique de standardisation, donc on a retenu des algorithmes qui sont dans la liste du NIST, liste finale ou liste complémentaire, je vais l'expliquer. Et nous avons implémenté les principes, j'allais dire les bons principes, les bonnes pratiques, l'hybridation, la crypto-agilité. Et pour cela, nous avons utilisé des algorithmes, d'authentification qui nous permet d'établir la liaison et donc d'échanger les certificats. Un algorithme qui s'appelle Dilithium, qui fait partie de la liste finale du NIST. Et pour l'échange des clés lui-même, Frodo. Alors Frodo n'est pas dans la liste finale du NIST, mais dans la liste complémentaire. Par contre, il est préconisé par l'ANSSI, qui le juge plus robuste et plus sûr que d'autres algorithmes. Mais nous avons également testé avec Kyber dans la logique de crypto-agilité, donc être capable de passer d'un algorithme à un autre. Alors qu'est-ce que nous avons appris? D'abord que ça marche. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À coût réduit, on arrive à implémenter ces solutions, on arrive à les faire fonctionner dans une chaîne complète. Je pense que c'est plutôt un enseignement très positif. On a évidemment appris des choses. D'abord qu'il y a un point très important qui est évidemment l'intégration avec les boîtiers HSM. Donc la gestion des clés et des certificats est évidemment extrêmement importante. C'est un point qui est encore un peu délicat tant que les fournisseurs des 10 boîtiers HSM n'intégreront pas ces technologies dans leur solution. Un sujet de performance qui n'était pas une surprise. Nous avons choisi Frodo. On savait que c'est un algorithme particulièrement lourd parce que sécurisé. Ça se ressent en termes de performance. Il y a peut-être aussi un effet infrastructure qui n'était pas une infrastructure extrêmement dimensionnée. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet de performance qu'il faut prendre en considération selon le cas d'usage qu'on veut considérer. Et évidemment, la question des PKI pour générer les certificats, normes post-quantiques, qui reste encore un sujet à traiter. Je cite, pour ceux qui recevront les slides, le lien vers le rapport que nous avons publié sur le site de la Banque de France qui vous permettra d'avoir tous les détails à ce sujet. Comme il nous reste à peu près une minute, prochaines étapes, comme je l'indiquais, c'est une expérimentation. C'est certainement pas l'aboutissement du sujet. On a voulu un peu mettre je dirais le pied dans l'eau pour voir si l'eau était, si on avait pied ou pas. C'est une première étape qui nous a appris des choses. On veut, nous, Banque de France, prolonger cette expérimentation, donc continuer les travaux. Nous allons conduire des expérimentations avec des acteurs financiers français. On voudrait compléter idéalement ce que nous avons fait avec une solution classique de VPN, peut-être par une solution de type TLS, ce serait très chouette. Et puis nous avons en cours une extension de ce que nous avons fait avec la Deutsche Bundesbank dans le cadre du hub d'innovation de la Banque des règlements internationaux. L'idée étant évidemment que ces éléments enrichissent, comme je l'indiquais, une stratégie, une feuille de route sur l'évolution, c'est pas grave,
à terme de nos équipements de cybersécurité. Encore une fois, ce qui me paraît très important, c'est non pas de subir les événements et les évolutions, mais de s'y préparer suffisamment à l'avance pour pouvoir faire ses choix sur ce sujet. Voilà, je vous remercie. Zéro. C'est nous qui vous remercions, Mas Fasquelle, pour Et cette... je suis ouvert à vos questions sur à peu près tout, sauf sur la mécanique quantique, s'il vous plaît. Merci Marc pour cette présentation de solutions de sécurisation post-quantique des échanges de données. Merci infiniment